d'Eurocopter, je vous remercie beaucoup de nous accueillir sur le site d'Eurosatory 2012. On est en face en fait du tout dernier né d'Eurocopter. Est-ce que vous pourriez en fait nous décrire succinctement les apports que vous avez apportés à cet hélicoptère qui au départ est fait sur une base civile? Bonjour Stéphane, effectivement, cet hélicoptère est un hélicoptère bien connu puisque c'est une machine qui est utilisée en France pour la sécurité civile. Donc c'est une machine qui a une base civile et on a adjoint un certain nombre de systèmes d'armes, dont vous voyez ici un pot de canon de 20 mm. Pot de canon qui est assez léger, qui pèse moins de 200 kg avec ses munitions. Et qui présente l'intérêt de pouvoir protéger l'hélicoptère ou faire de l'appui-feu au sol à des troupes au sol dans un contexte armé. Donc effectivement, l'idée c'est de partir d'une plateforme civile pour pouvoir avoir une version verte, militaire. Il est militarisé, il n'est pas seulement peint en vert, il est aussi avec adjonction de systèmes d'armes. On voit d'ailleurs ici une caméra infrarouge qui est une caméra qui permet au tireur à bord, en appui du pilote, de guider son système d'armes, de détecter les cibles ou les menaces et de les identifier pour pouvoir ensuite faire accrocher le système d'armes à cette désignation. Et là on a des roquettes. Voilà, un panier roquettes, donc 12 roquettes de l'autre côté. Ce sont des systèmes interchangeables puisque les fixations des pods sont des fixations au temps et qui permettent une modularité de l'ensemble. Voilà. Ça n'apporte pas un poids supplémentaire? Ça apporte bien sûr un poids supplémentaire, mais qui n'est pas si élevé que ça. Ça représente à peu près 2 passagers, le poids de 2 passagers. Pas de quoi en fait changer la puissance d'un moteur? Non, surtout qu'en fait ce sont des machines qui évoluent en permanence. La preuve, l'évolution T2 qui est présentée aujourd'hui au salon est une version toute récente et toute récemment modifiée de notre hélicoptère EC145 en 145 T2. Alors pourquoi cette évolution? Parce que nos matériels, nous les faisons évoluer, que ce soit la gamme civile ou la gamme militaire d'ailleurs, nous les faisons évoluer au gré des améliorations de performance, au gré des améliorations en termes de signature sonore, au gré des améliorations en termes de consommation. Ne serait-ce que pour diminuer la consommation des machines, améliorer leur rayon d'action, mais aussi améliorer leur performance environnementale. Donc cette version T2 a été remotorisée et donc par rapport à la version 145 précédente, on a un peu plus de puissance et on a un rotor arrière caréné, donc un fenestron qui présente des avantages aussi sur un théâtre d'opération parce que la signature sonore d'un fenestron est plus faible que d'un rotor arrière classique. Et en plus, vous vous doutez bien que si on pose la machine et qu'il y a comme là d'ailleurs aujourd'hui du monde autour, mais que la machine est en marche, il est moins dangereux d'avoir un rotor arrière encadré dans la carlingue de la machine plutôt qu'un rotor arrière externe qui est quasiment invisible à cause de sa vitesse de rotation et qui pourrait être dangereux pour des soldats ou des personnes qui seraient autour de la machine et qui pourraient se blesser. Je vois un autre hélicoptère à notre gauche. Est-ce que vous pourriez... Alors celui-ci est un développement en fait purement militaire alors? Pas du tout, c'est également sur une base civile. C'est également sur une base civile. Donc en fait, si vous voulez, à la différence donc, des 2 machines qui sont présentées sur le stand de l'armée de terre et qui sont le Tigre et le NH90, qui sont nos appareils high-end extrêmement spécialisés et qui ont été développés sur la base d'une page blanche avec un développement sur mesure pour des missions, le Tigre d'attaque, le NH90 de transport. Là, vous avez une version très connue qui est l'écureuil dans le domaine civil, le Fennec dans sa version militaire. Ce sont des machines que l'on retrouve partout dans le monde, puisqu'on en a vendu près de 5000. Ah oui, effectivement. Et ça a été un très grand succès commercial. Et d'ailleurs, on va essayer à l'occasion de ce salon de s'appuyer sur nos succès commerciaux pour développer nos résultats dans le domaine militaire. Et peut-on envisager, alors là c'est un rêve parce qu'on voit de plus en plus en fait, de vidéos sur la nouvelle innovation en fait, d'Eurocopter concernant le X3, est-ce qu'on pourrait rêver d'une version militarisée dans un proche avenir de ce super appareil?
Le X-Cube est effectivement un vrai pas en avant technologique, mais c'est avant tout pour nous un démonstrateur, un proof of concept, comme on dit, c'est-à-dire un prototype qui nous permet d'essayer de tester les limites d'une nouvelle technologie. Donc, le but du jeu n'est pas d'en faire un produit commercial demain, que ce soit dans le domaine civil ou dans le domaine militaire. Le but du jeu, c'est de comprendre qu'est-ce qui pourrait nous permettre de gagner en vitesse et en range, et quel saut technologique nous permettra de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé, de notre point de vue, aux limites à la fois en vitesse et en range de cette technologie hélicoptère avec un rotor et un rotor contrarotatif à l'arrière. Le X-Cube, on espère, et c'est tout l'enjeu de ce prototype, c'est un concept car en fait, mais qui vole et qui roule vraiment, qui mâche vraiment. La dernière image à côté de la 400M. Voilà, vraiment un prototype pour le coup, mais un prototype qui nous permet de tester des vitesses qui n'ont jamais été testées avec des machines de cette taille. Combien, vous pouvez me le rappeler ? 232 nœuds. Ça veut dire qu'on on dépasse les 500 km/h. Ce qui sera un appareil formidable pour rechercher des soldats infiltrés très profondément en territoire ennemi. Pour les on peut imaginer, on peut imaginer plein de choses. On peut aussi imaginer de pouvoir aller plus loin, parce qu'aller plus vite, en consommant la même chose, c'est aussi aller plus loin. Bien, Stéphane, je vous propose de poursuivre la discussion à bord de l'EC 645 T2. On peut voir effectivement de l'intérieur l'équipement à bord. Typiquement, c'est une machine qui est utilisée par la sécurité civile en France, donc à des fins de search and rescue. Et cette machine, on la présente aujourd'hui à Eurosatory parce qu'elle est dans une version militarisée. Militarisée pourquoi ? Parce qu'on y a adjoint des capacités canons, roquettes, qui permettent de faire face à des menaces sur un théâtre d'opération. Cette transformation est sur une demande du gouvernement ou c'est sur une idée en fait du ADS ? Comment êtes-vous arrivé en fait à ce processus ? C'est un concept et c'est une volonté d'Eurocopter de partir de la gamme civile sur laquelle on a de vrais succès. On a 43% du marché commercial et parapublic et au niveau mondial. Et ces plateformes civiles, finalement, pourquoi ne pas s'en servir comme base à une plateforme militaire ou en tout cas à des fins de défense. Cet hélicoptère-là, dans sa version dite Lakota, a été acheté par l'armée américaine. Donc un très gros contrat qu'on a obtenu il y a quelques années, dite de light utility hélicoptère, c'est-à-dire de transport de troupes ou de matériel d'ailleurs assez léger. Vous voyez la configuration cabine, on a ici 6 passagers de part et d'autre de la cabine, 3 dos au pilote et 2 pilotes de l'autre côté. Donc on est quand même sur une machine qui emmène 9 passagers plus 2 pilotes. Donc c'est du transport de personnes, ça peut être du transport de fret, parce que vous avez vu que le sol est modulaire rails, là, et que ces rails permettent la fixation tout simplement de matériel, mais aussi éventuellement de brancards pour pouvoir récupérer des blessés éventuellement. Donc ça peut servir d'air ambulance, c'est volontairement très modulaire. Sur ces racks, vous pouvez fixer des brancards. Donc c'est un hélicoptère qui pourrait servir en cas d'infiltration de troupes pour des actions commando, pour la recherche et la récupération en fait, de soldats. Oui, ou de servir d'air ambulance entre 2 théâtres d'opération, ou de servir de transport de forces spéciales qui pourraient être embarquées et rapidement mises en œuvre. C'est un hélicoptère de taille moyenne, ce n'est pas un gros hélicoptère, ce n'est pas un hélicoptère de transport de troupes comme le NH90 qui est notre fer de lance du domaine lourd, mais c'est un hélicoptère plus petit, modulaire, qui permet d'autres activités, d'autres missions. On retrouve de plus en plus souvent ces schémas en fait, de développement à la fois civil et militaire. Un des plus célèbres a été en fait, la confession du Mistral. Je suppose que la crise économique qui est dans l'air du temps oblige en fait, à faire des économies d'échelle dans le développement et que les normes, en fait, le civil maintenant sert de plus en plus le militaire, alors que parfois on pouvait penser l'inverse en fait. Oui, de toute façon, il y a une attraction, une réciproque attraction des deux mondes, puisqu'effectivement, des développements du domaine civil qui obéissent à certaines nécessités
peuvent trouver un intérêt et une interaction côté militaire, et à l'inverse, des développements du domaine militaire, et on en connaît aussi, ont et subissent encore une attractivité qui devient civile parce que le drone peut en être un exemple. On sent bien que des drones demain issus de développement militaire seront civilisés. Donc là, on pourrait penser en fait que dans un système de closer combat, comme on en parle un petit peu maintenant, il puisse y avoir une interaction, je dirais, informatisée de relations entre le combattant au sol, le pilote d'hélicoptère, le système d'armes, pour avoir une action, je dirais, globale. Absolument, absolument. Enfin, c'est le sens de ces interactivités, et c'est le sens de toute façon de l'histoire de systèmes de combat de plus en plus perfectionnés et de plus en plus intégrés dans un pilotage lui aussi, un commandement lui aussi intégré. Donc ça veut dire qu'en fait, pour concevoir ce développement, ce nouvel appareil, vous devez travailler en sous-traitance avec des petites entreprises. Absolument. On est dans quel schéma à peu près c'est de la fabrication 100% européenne? Vous avez des ingrédients qui peuvent émaner soit des États-Unis ou... On travaille avec beaucoup de fournisseurs dans le monde entier. Européens, bien sûr, principalement, en tout cas pour la machine qui est exposée ici aujourd'hui, c'est un développement qui pour l'instant est 100% européen, mais dans le cadre de futurs contrats, et vous savez très bien que dans le domaine militaire, les futurs contrats ont aussi des contreparties de workshare qui peuvent être locaux. Donc effectivement, il y a un certain nombre de contrats pour lesquels on a des parties de développement ou de production ou de fabrication de modules qui peuvent être réalisés dans les pays acheteurs. Vous avez eu un gros marché aux États-Unis, je suppose que les Américains ont un regard assidu sur la version militaire. Il est déjà passé outre-Atlantique, vous avez déjà fait des démonstrations Ah oui, alors la machine est très connue puisqu'on en a déjà livré 200 aux Américains depuis le contrat dit du Lakota qu'on a obtenu il y a quelques années. En version civile. Dans une version militaire, et donc l'armée américaine est un de nos plus gros clients. Récemment, Eurocopter a été en première ligne, je dois dire, sur deux fronts majeurs qu'est l'Afghanistan et la Libye. En tant qu'entreprise, avez-vous eu des retours d'expérience en fait, de l'armée sur vos produits militaires? Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de retours d'expérience qui ont été rendus publics par les armées, l'armée française entre autres. Et effectivement, les retours d'expérience sont très positifs, à la fois sur l'Afghanistan pour le Tigre en appui-feu, pour le Caracal, donc le 725 en search and rescue et en transport de personnes, et pour les missions de nuit en Libye avec le Tigre. Oui. On a un excellent retour d'expérience à la fois du système d'armes, de la précision du système d'armes et des conditions opérationnelles de mise en œuvre dans les logiques de l'armée française. Monsieur Magnac, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez consacré et pour les lecteurs de Théâtre Mobile. Merci beaucoup.